On est entouré d'objets, du plus simple au plus complexe. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment ils naissent, comment ils passent de l'idée à la réalité? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan méticuleux qui se cache derrière chaque produit. Allez, on plonge dans les coulisses de la création. Tout part de là, de cette question qui a l'air toute simple. Comment est-ce qu'on passe d'une pensée, de quelque chose de totalement immatériel, à un objet qu'on peut tenir dans ses mains, qu'on peut utiliser? La réponse, en fait, elle se trouve dans une sorte de feuille de route, un document qui est la clé de tout. Et ce document, ça s'appelle le cahier des charges. Il faut l'imaginer à la fois comme le plan d'un architecte et la recette d'un grand chef. C'est lui qui pose toutes les fondations. Il s'assure que tout le monde, du designer à l'ingénieur, ait exactement la même vision. Bref, il définit ce que le produit doit être et ce qu'il doit faire, noir sur blanc. Alors, pour commencer à écrire ce fameux plan, la toute première étape, la plus importante, c'est de trouver la raison d'être du produit. C'est quoi sa mission? C'est un peu comme son étoile polaire, celle qui va guider absolument toutes les décisions par la suite. Avant même de penser au design ou à la technique, il faut répondre à cette question essentielle: pourquoi? Quel problème est-ce que cet objet vient résoudre? Sans une réponse vraiment claire à ça, le projet avance à l'aveugle, sans aucune direction. Ce pourquoi se divise en fait en deux questions. D'abord, il y a la mission. Ça, c'est le quoi. Que doit faire l'objet concrètement? Et ensuite, il y a la finalité. Là, on creuse plus loin, c'est le pourquoi au sens large. Quel besoin sociétal, environnemental ou même économique est-ce qu'il vient combler? C'est vraiment là que l'analyse du besoin commence. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple qui va nous suivre. Un robot de téléprésence. Sa mission, elle est simple à définir. Permettre à une personne d'être virtuellement présente quelque part, mais à distance. Et sa finalité? Eh bien, ça pourrait être de rompre l'isolement d'une personne âgée ou de permettre à un médecin spécialiste de consulter un patient à des centaines de kilomètres. Une fois qu'on a la mission, il faut bien comprendre une chose. Un produit n'existe jamais dans une bulle. Il fait partie de tout un écosystème. La deuxième étape, c'est donc de cartographier ses interactions avec le monde qui l'entoure. La question devient donc, avec quoi ou avec qui ce produit va-t-il devoir interagir? Qui va l'utiliser? De quelle source d'énergie il va dépendre? Dans quel type d'environnement physique ou numérique il va devoir fonctionner? Pour répondre à tout ça, on utilise un outil très visuel, le diagramme de contexte. On peut le voir comme une sorte de contrat qui définit les frontières du système. Il permet de mettre sur une carte toutes les interactions, avec les utilisateurs bien sûr, mais aussi avec d'autres objets, des réseaux, des données et même l'environnement physique. C'est une vision à 360 degrés de son univers. Si on reprend notre robot, son contexte est assez facile à imaginer. Il interagit avec l'utilisateur qui le pilote à distance, avec les personnes qui sont physiquement dans la pièce, avec le réseau Wi-Fi pour communiquer, et bien sûr avec l'environnement physique, il doit éviter les murs et les meubles. Bon, on sait maintenant pourquoi il existe et dans quel monde il évolue. Il est temps de rentrer dans le concret et de détailler ce que le produit va faire, quel service il va rendre à ses utilisateurs, action par action. Là, on touche vraiment au cœur de la machine. À ce stade, on ne se demande pas encore comment il va le faire, mais seulement quoi. Quels sont les services, les fonctions précises que le produit va offrir? Et pour ça, il y a encore un outil, le diagramme des cas d'utilisation. Il permet de lister chaque service, mais toujours du point de vue de l'acteur, que ce soit un humain ou un autre système. Chaque cas d'utilisation, c'est une action bien précise que le produit doit être capable de réaliser. Pour notre robot, par exemple, un cas d'utilisation tout simple serait « l'utilisateur déplace le robot dans l'espace distant ». C'est clair, c'est précis, ça décrit un service. On pourra en ajouter d'autres comme « transmettre le flux vidéo » ou « activer le microphone ». Enfin, un produit n'est pas juste défini par ce qu'il fait, il est aussi défini par les règles qu'il doit impérativement respecter. Ce sont les contraintes, le cadre invisible à l'intérieur duquel il doit fonctionner. On peut classer ces règles en deux grandes familles. D'un côté, les contraintes techniques, les normes de sécurité, les certifications, les règles d'ergonomie. Et de l'autre, des contraintes qui sont de plus en plus cruciales aujourd'hui, les contraintes sociétales qui sont poussées par des consommateurs plus exigeants et des réglementations plus strictes. Et ce point-là est fondamental. La conception moderne ne peut plus faire l'impasse sur ces questions. Quel sera l'impact de l'objet sur le climat, sur les ressources naturelles, sur la santé des gens qui l'utilisent, et même sur l'emploi? C'est une responsabilité immense pour les créateurs. Et voilà le parcours complet. On part d'un besoin, on lui donne une mission claire, on dessine le monde dans lequel il va vivre, on détaille toutes ses fonctions et on encadre le tout avec des règles à ne pas franchir. Mais attention, ce n'est pas forcément un chemin tout droit, c'est une boucle
où chaque étape peut en influencer une autre. C'est cette méthode rigoureuse qui fait qu'un produit sera non seulement fonctionnel, mais aussi pertinent et responsable. Alors, la prochaine fois qu'on tiendra un smartphone dans sa main ou qu'on utilisera un simple micro-ondes, essayons d'imaginer tout ce plan secret qui se cache derrière. Quelle était sa mission de départ? Quelles contraintes a-t-il dû respecter? On se rend compte que le monde des objets qui nous entoure est soudainement beaucoup plus fascinant.